Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV78. Nous sommes le jeudi 21 septembre, tout de suite les titres de cette édition. C'est la journée mondiale Alzheimer. En France, près d'1 million de personnes sont touchées par la maladie. Une entreprise élancourtoise, Blue Linea, vient de lancer une solution d'accompagnement. On en parle avec Laurent Levasseur, président du directoire de Blue Linea. Il débarque dans les Yvelines, les Yogis du Cœur. C'est au programme dimanche à l'Orangerie du Château de Versailles. Principe, faire du yoga pour la bonne cause, sauver 4 enfants malades cardiaques. Nous recevons sur ce plateau Ariane Orange de Mécénat Chirurgie Cardiaque, organisateur de l'événement. Et puis c'est jusqu'à dimanche, l'Open de tennis de plaisir, 3e plus grand rendez-vous de la discipline en Ile-de-France, laissant la part belle aux espoirs tricolores et mondiaux. Avant de développer ces titres, ce chiffre, 200 000 €, montant de l'aide d'urgence octroyée par l'Île-de-France aux victimes de l'ouragan Irma. Les élus ont voté cette enveloppe ce matin en séance du Conseil régional. Cela va servir à la reconstruction des îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, dévastées par Irma. Et dans l'actualité du jour également, Versailles reçoit le trophée d'honneur, une école, un jardin. Prix décerné par le fonds Sylvain Augier pour récompenser l'engagement éco-citoyen de la ville et encourager le travail des écoles en faveur de l'éducation à l'environnement. Depuis plusieurs années, 28 potagers sont installés et 36 établissements versaillais. 3 éco-jardiniers sont d'ailleurs missionnés par la ville. Cérémonie en début d'après-midi à la mairie. Propos recueillis par Camille Lambert. On a vraiment une très grande vigilance à cette question. D'abord parce qu'il y a beaucoup de nature encore en ville. Et pour moi, c'est essentiel, y compris dans nos quartiers sociaux. On fait très attention, on fait notamment des jardins familiaux qui permettent de continuer à cultiver la terre. Le fonds Sylvain Augier pour la sauvegarde des paysages et l'éducation à l'environnement a pour vocation de soutenir, d'encourager et de doter toutes les initiatives qui ont trait à l'éducation, à l'environnement, à la biodiversité. Et ce trophée qui vient aujourd'hui distinguer Versailles est le trophée d'honneur, puisque c'est la ville qui a le plus de jardins potagers dans ses écoles. On vous en parlait dans le 7-8 journal, c'est la semaine européenne de la mobilité. Et dans ce cadre, la Verrière accueillait aujourd'hui une étape du Tour de vélo de l'énergie citoyenne en Ile-de-France. Initiative portée par le collectif Alternatiba pour promouvoir ce type de déplacement au profit de la voiture. Retour sur cette journée avec Asna Alouache. Il a parcouru plus de 26 km pour sensibiliser le grand public aux questions de l'environnement. Cet ancien ingénieur consacre aujourd'hui son temps au vélo. Le message que l'on veut passer, c'est que ce changement climatique, qui est une vraie catastrophe pour l'humanité, c'est aussi une formidable opportunité pour changer la société, pour passer à changer de paradigme et faire une société qui soit plus partageuse, plus bienveillante et finalement beaucoup plus agréable à vivre. Un engagement initié par Sylvain Ster, organisateur de l'événement qui a prévu ce tour à vélo, mais aussi des projections débats. Une démarche de sensibilisation auprès du grand public demandée par l'antenne nationale du mouvement. Il y avait cette volonté du mouvement Alternatiba national de faire un tour d'Île-de-France pour découvrir les alternatives locales et on s'est proposé volontairement. On avait un endroit avec plein d'alternatives locales cool qui fonctionnent. Donc c'était ça l'objectif de cette journée, c'était que les cyclistes du Tour Vélo Alternatiba découvrent toutes les belles choses qui se passent à la Verrière, avec des beaux projets qui se mettent en place petit à petit. Le Tour à vélo de l'énergie citoyenne continue toute la semaine. Prochaine étape le 22 septembre à Versailles. Je vous le disais dans les titres, c'est la journée mondiale Alzheimer. Objectif, informer et sensibiliser le grand public sur cette pathologie qui touche pas loin d'1 million de personnes en France. C'est la 4e cause de mortalité dans l'Hexagone. Et pour aider les malades, entreprises, associations s'organisent. Nous recevons Laurent Levasseur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du directoire de Blue Linea. Un mot peut-être pour commencer sur cette entreprise. Elle propose des services d'accompagnement aux personnes souffrant de troubles cognitifs. Oui, tout à fait. On réfléchit chez nous à pourquoi il y a des personnes qui vieillissent mieux que d'autres et on travaille sur un aspect de la vie assez simple. Réussir à prolonger l'espérance de vie en bonne santé. On sait tous qu'on va vieillir très très vieux, mais tout de suite nous vient à l'esprit, mais dans quel état ?
eh bien, nos équipes travaillent sur dans quel état et que ça soit plutôt mieux que moins bien. Un attachement, c'est de vieillir aussi tout en conservant cette autonomie. C'est aussi l'une des priorités pour Blue Linea, c'est de développer des solutions qui rendent la personne âgée aussi autonome. 90% des personnes âgées souhaitent vieillir chez elles le plus longtemps possible. Donc on s'est intéressé à des solutions de seniors connectés, des détecteurs de chute, des boutons d'appel H24, ce petit bracelet pour personnes Alzheimer, on en reparlera tout à l'heure. On va en parler dans un instant. Et puis on s'est intéressé aussi à l'habitat connecté, comment développer des solutions pour que la domotique, la maison puisse être plus ou moins agréable. Et pour conclure, on est aussi présent dans des maisons de retraite, donc on fait des EHPAD connectés. Et puis nous avons lancé un concept d'EHPAD à domicile. Les premiers lits d'EHPAD à domicile avec la Croix-Rouge ouvrent dans quelques semaines. Et je rappelle que vous êtes basé à Elancourt, à Saint-Quentin, en Yvelines. Alors vous avez lancé, vous en avez parlé cette semaine, une nouvelle offre dédiée spécifiquement aux malades d'Alzheimer. Ça s'appelle BlueGuard 2 et c'est un bracelet d'autonomie qui est équipé d'un GPS. Voilà. Alors l'idée, quand on a une personne Alzheimer dans sa famille, c'est d'éviter de l'enfermer chez elle. Cette personne n'est pas... c'est pas parce qu'elle a Alzheimer qu'elle doit être contrainte à rester chez elle, enfermée. Je dirais même que ça va pas l'aider et ça va surtout pas aider le conjoint. Donc quand on met en place ce type de bracelet, en fin de compte, on va à la fois protéger la personne qui souffre en gros plan à l'écran, de la maladie d'Alzheimer et on va aussi apporter du répit à son conjoint. Oui. On va permettre à sa femme ou à son mari de se réapproprier son quotidien. Généralement, cette personne va pouvoir sortir de chez elle. On va créer ce qu'on appelle un espace de vie élargi, c'est-à-dire qu'on va tout simplement permettre à cette personne de se déplacer dans les 500 mètres, 1 kilomètre autour de chez elle. Il y a un périmètre, voilà. Ce qu'on appelle une zone de vie, je crois que vous avez appelé une zone de vie élargie, de vie. voilà. Ouais. Et ça permet comme ça à cette personne de se promener. 9 fois sur 10, elle rentre chez elle. Et puis quand elle rentre pas chez elle ou quand elle va un peu trop loin, eh bien on va pouvoir guider son entourage, ses voisins, sa famille ou les secours, pour indiquer où est cette personne et pour pouvoir la ramener et la raccompagner chez elle. Parce que Alzheimer, la maladie d'Alzheimer induit des pertes spatio-temporelles. C'est aussi important, j'imagine, grâce à ce bracelet, de pouvoir intervenir très rapidement quand cette personne sort de cette zone de vie élargie. Oui, alors cette personne va à la fois sortir de sa zone de vie, elle va être désorientée, elle fugue pas, elle erre, et en même temps, elle devient pas folle, c'est-à-dire qu'elle va pas se jeter sous les roues d'une voiture, elle va pas se mettre à marcher n'importe comment. C'est juste qu'elle ne sait plus où elle va, ou alors dans les errances les plus fortes, elle essaye de revenir là où elle a grandi. Voilà, tout simplement. Et quel rayon, le périmètre autour du domicile, ça peut être aussi de l'EHPAD, quel va être le périmètre établi ça dépend aussi peut-être du profil de la personne. Alors, vous mettez un accent important. En fin de compte, au début, on croyait qu'on allait installer ces bracelets à des personnes qui étaient plutôt chez elles. En fin de compte, dans 2 tiers des cas, c'est plutôt à des personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives en EHPAD. Ou alors dans les premiers jours. Et on va pouvoir, si jamais il y avait un souci, on peut suivre cette personne dans toute la France. On peut la retrouver. Il n'est pas rare de voir des personnes prendre le train. Et on les accompagne, on les suit à distance. Et puis, bien sûr, on peut aller jusqu'à une centaine de mètres. C'est-à-dire, dès lors qu'elles iraient au-delà d'un parc, d'un jardin, eh bien, de pouvoir déclencher une alerte. Et concrètement et techniquement, comment on détecte où se trouve la personne si elle franchit effectivement cette zone de vie? Comment c'est détecté tout ça? Alors, pour cette personne, il s'agit d'une montre. Pour cette personne, il s'agit d'une montre parce qu'il faut qu'elle puisse vivre avec ce dispositif. Il est étanche, il y a une forte autonomie, ça marche très bien là-dessus. Maintenant, nous, on va être informés quand cette personne est sortie de sa zone élargie et on va avoir des points GPS toutes les minutes. Mais c'est pas la famille qui reçoit ça sur son téléphone. On a une plateforme H24. 7 jours sur 7, H24. Et nous appelons à ce moment-là des personnes qui sont déjà pré-identifiées pour leur dire on vient d'avoir une alerte, la personne est en train de sortir, elle est en train de se promener à tel endroit, on la voit en train de revenir ou pas. Quand il y a une alerte, il est urgent de ne pas se précipiter. Parce que peut-être que la personne fait juste un petit demi-tour. Oui, tout à fait. Et il ne faut pas créer non plus une anxiété trop forte. Et le timing d'intervention, vous êtes averti en temps et en heure dans la minute. Dans la minute, on va savoir que cette personne a franchi cette zone. Et après, on peut la suivre pendant plusieurs heures. Voilà.
tout simplement. Donc vous en parliez, à la base, l'idée de ce projet, c'était pour les personnes vivant à domicile. Là, c'est dans concrètement, combien de maisons de retraite actuellement, combien d'EHPAD ? Aujourd'hui, on a plus de 200 maisons de retraite qui sont équipées de ce dispositif. Dans chacune de ces maisons de retraite, on va avoir entre 5, 10 personnes qui sont équipées. Et puis, on a à peu près 1 millier de personnes à domicile qui sont équipées aussi de cette solution. Et c'est un bracelet aussi qui est développé avec une start-up belge, si je ne dis pas de bêtises. Alors, qui est devenu industriel. Au départ, il cherchait à faire un bracelet pour d'autres usages. Et nous, on a détourné cet usage et on a même rajouté un petit dispositif qui évite que cette personne puisse le retirer elle-même. Comme ça, on peut suivre cette personne plus longtemps. Et on a pu faire grandir cette société en les choisissant. Les familles peuvent s'équiper pour un abonnement. Ils ne sont pas propriétaires du dispositif. Et dans cet abonnement, il y a l'objet, il y a l'accès à la plateforme H24 et puis on met en place une petite solidarité avec les voisins, avec la famille. Tout ça pour 69 € par mois. 2 mots très rapidement pour terminer. Le bracelet a été lancé cette semaine. Qu'attendez-vous finalement de ce lancement ? Alors, le lancement de cette semaine, c'est la version 2. Auparavant, on avait un bracelet un peu plus gros, qui était peut-être un peu trop présent. Désormais, on a un bracelet qui est assez actuel. On a l'impression que c'est un bracelet que n'importe qui pourrait avoir dans le cadre d'objets connectés. D'ailleurs, on voit à l'écran l'ancien bracelet. Voilà, tout à fait. Et là, on a maintenant un bracelet plus actuel dans son design. L'autonomie est beaucoup plus renforcée. Il est étanche. Les personnes peuvent prendre leur douche avec, leur bain avec. Et d'ores et déjà, on en a diffusé plusieurs centaines en quelques jours. Merci Laurent Levasseur d'avoir été avec nous. Je le rappelle, président du directoire de Blue Linéa. L'entreprise propose des solutions d'accompagnement pour les personnes atteintes d'Alzheimer et de troubles cognitifs. Plus d'informations sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Autre engagement contre la maladie d'Alzheimer, la fondation UVSQ, l'Université Versailles 50 ans en Yvelines. Le professeur Joël Ancry, directeur de l'unité de recherche vieillissement et maladies chroniques, œuvre dans l'espoir de trouver un traitement à la pathologie. Pour ce faire, l'équipe du professeur Ancry a besoin de votre soutien. Vous pouvez faire un don via le site internet de la Fondation. Il aura pour but de faire progresser la recherche et d'améliorer l'accompagnement des patients et aidants. On reparle de santé dans un instant, mais d'abord, trouver le parfait babysitter pour son enfant. Un moment pas toujours facile pour les familles qui ne savent pas forcément où chercher. À Montigny-le-Bretonneux, le pôle jeunesse organise des baby-sit dating, rencontre entre jeunes étudiants et parents sur le principe du job dating. Focus de Camille Lambert. Ils sont lycéens ou étudiants et ce soir, ils trouveront peut-être leur famille pour du babysitting. Clémence est étudiante à l'université de Versailles-Saint-Quentin et ce mode de rencontre type job dating lui plaît beaucoup. J'ai déjà fait il y a quelques années et ça avait bien marché. Et parce que, comme beaucoup d'étudiants, on n'est jamais contre avoir un petit job. On peut faire aussi via des agences, mais c'est plus compliqué, je trouve. C'est moins direct. Là, c'est plus vivant. On rencontre les gens directement. Voilà, ils peuvent avoir un ressenti sur le coup. On donne notre CV, donc c'est un peu quand même sérieux. Ils voient à peu près qui on est déjà dès les 5 premières minutes. Après plusieurs entretiens pour échanger sur son parcours et ses disponibilités, Clémence ressort plutôt confiante. Plutôt des retours positifs. Il y a pas mal de familles qui sont intéressées par mon profil, j'ai l'impression. Bon, on verra bien, mais... Organisée par le pôle jeunesse de Montigny-le-Bretonneux, cette 7e édition a attiré une 60aine de familles. Ça fonctionne bien depuis la première année parce qu'en fait, ça répond à un besoin des familles qui recherchent à la rentrée des solutions de garde, soit ponctuelles, soit régulières, et ne savent pas trop où trouver des jeunes. Ça donne la possibilité de rencontrer des jeunes qui sont dans la même commune. Donc ça, c'est un point positif. C'est vrai que je privilégiais le feeling physique plutôt que des petites annonces qu'il faut éplucher et qui finalement disent pas grand-chose. Une nouvelle session de baby-sit dating est programmée samedi 23 septembre. Pour y participer, les inscriptions se font auprès du pôle jeunesse. Du yoga pour la bonne cause. Après Paris et le Grand Palais l'an passé, les Yogis du Cœur se déroulent dimanche dans les Yvelines. Ça se passe à l'orangerie du Château de Versailles. 800 personnes attendues avec un seul objectif, récolter des fonds pour opérer 4 enfants atteints de malformations cardiaques. Avec nous sur ce plateau, Ariane Orange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de projet à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui organise ces Yogis du Cœur. Alors malheureusement, l'événement est déjà complet, mais il était normal de le mettre en lumière. Pourquoi le thème du yoga pour
rassemblés autour de cette cause, voilà, sauver ces enfants malades du cœur? C'est un bel événement solidaire, un grand événement. On peut toucher plein de gens différents à Versailles. Voilà, toute cette communauté et tout qui s'engage auprès de nous. Ça fait 4 ans qu'on organise ce rassemblement. Ça a beaucoup de succès. On a réussi à sauver plus de 10 enfants, donc c'est magnifique. Pour sauver un enfant, il nous faut 12 000 €. Donc à chaque fois qu'on en sauve un, c'est une vraie fête. Et là, tous ces yogis qui se mettent ensemble et se mobilisent pendant un grand moment. C'est beau, c'est à l'orangerie du château de Versailles. Ouais. C'est prestigieux, c'est magnifique. Oui. Voilà. Et c'est un grand moment. Voilà. Alors vous l'avez dit, 4e année consécutive que sont organisés ces yogis du cœur. Et d'ailleurs, un clin d'œil cette année, ils reviennent à l'orangerie du château de Versailles, qui était le lieu d'où tout est parti. Exactement. C'est issu de professeur de yoga qui s'appelle Anne Leca, qui aime beaucoup l'association et voilà, qui a voulu mobiliser ces yogis. Et puis il se trouve qu'une de ses élèves qui était yogi travaillait au château de Versailles. Voilà comment ça a commencé. Elle a dit je vais peut-être pouvoir demander et tout, peut-être avoir une opportunité. Ils nous ont prêté 1 fois, 2 fois. On avait fait une petite aparté l'année dernière. On a réussi à avoir le Grand Palais. Donc là, on était plus de 2000. Et on est revenu. Ils nous ont accepté gentiment encore cette année. D'ailleurs, l'édition de l'année dernière au Grand Palais. C'était très impressionnant aussi, 2000 yogis. Et cette année, on retourne avec grand plaisir à l'orangerie du château de Versailles, qui est un lieu magique, majestueux, avec cette grande verrière. C'est superbe. Alors, on rappelle, événement malheureusement déjà complet. Le tarif d'entrée était à 25 € pour les adultes, 15 € pour les enfants. Donc ces fonds, on l'a dit, vont servir à opérer ces 4 enfants malades du cœur. Une opération qui coûte 12 000 €. Exactement, voilà. Ça fait 20 ans que l'association existe. En 20 ans, on va avoir opéré 3000 enfants. C'est un combat perpétuel. On opère 200 enfants par an. Il faut savoir qu'on reçoit 150 demandes par mois. Donc voilà, on essaye d'en sauver le plus possible. Et c'est grâce à des événements comme ça où on peut sauver 1, 2, 3, 4 enfants qu'on arrive à lever des fonds et qu'on arrive à les opérer. C'est petit. Qui sont-ils ces enfants? Ils viennent de pays défavorisés, c'est ça? Oui, c'est des enfants qui souffrent de graves malformations cardiaques. Ils viennent de 80 pays dans le monde. On ne peut pas les opérer dans ces pays-là. Ils sont condamnés. Il faut qu'ils viennent en France et leur moyen de venir, c'est grâce à l'association. Donc ils vont venir pendant 2 mois, ils seront accueillis par des familles d'accueil qui vont s'occuper de ces enfants comme si c'était leurs propres enfants. Ils vont avoir cette opération qui est une opération très lourde, à cœur ouvert, très compliquée. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire dans ces pays-là. Oui. Et ils repartiront 2 mois plus tard avec un cœur tout neuf. Dans leur famille, les parents, voilà, vous imaginez la joie, c'est une renaissance. C'était des enfants qui étaient condamnés et qui vont pouvoir revivre comme d'autres enfants. Ils vont pouvoir courir, ils vont pouvoir mener à bien leur scolarité. Et voilà, c'est un vrai bonheur. 2 mots peut-être encore sur les yogis du cœur. Le programme de la matinée, il y aura différents professeurs qui seront présents aussi pour cet événement. Oui, ils sont 3 professeurs. Là, ça se déroule en 3 temps. Il y a de la méditation. Enfin bon, il y a plein de choses. Et puis il y a aussi des mini-yogis pour les enfants qui sont dans une salle à côté. Et voilà, j'espère que ceux qui ne peuvent pas venir cette année pourront venir l'année prochaine. Faut savoir que les places sont chères. On est juste 800. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes parce que c'est un événement qui est vraiment incroyable. Alors vous en parliez de ces familles d'accueil aussi qui sont primordiales pour accueillir ces enfants. Mécénat Chirurgie Cardiaque qui est en recherche perpétuelle de familles d'accueil, notamment dans les Yvelines. On a beaucoup de familles d'accueil dans les Yvelines parce que les enfants se font opérer à Paris et aussi on opère dans d'autres villes en France, mais à Paris notamment. Et après, ils vont en centre de convalescence au Château des Côtes, aux Loges en Josas, donc voilà, tout à côté de Versailles. Donc c'est vrai qu'on a une grande communauté de familles d'accueil qui sont dans les Yvelines. Si ça vous intéresse, c'est une histoire incroyable. Le site internet s'affiche pour nos téléspectateurs. Que l'on peut vivre. Allez-y, renseignez-vous, on vous donnera tous les renseignements possibles. Mais c'est une histoire magique que je peux que vous la conseiller de faire, étant moi-même famille d'accueil. Et quelles vont être là, cette année les autres actions dans le département des Yvelines? Alors dans le département des Yvelines, l'année prochaine, on va avoir un grand rassemblement, comme chaque année, de golf au golf de Saint-Nom-à-Bretèche. Voilà, un trophée de golf qui aura lieu au printemps. Et là, à Paris, on va avoir une grande fête. On va opérer notre 3000e enfant. Le Cirque Grus nous offre une représentation. Donc, on attend 3000 personnes. Si vous voulez venir passer un bon moment avec nous, c'est le 17 octobre. Vous pouvez, pareil, trouver vos billets sur le site internet. Et puis, on a aussi un beau rassemblement. C'est un marché de Noël
au Palais des Congrès qui aura lieu, lui, le 17 décembre, et un grand rassemblement solidaire, pareil, au profit de mécénat. Et là, on arrive aussi, pareil, à sauver 10 enfants grâce à des courses solidaires. Voilà. Un mot très rapide, parce qu'on a déjà terminé cet entretien. L'association s'associe aussi à Tanguy Delamotte, le skipper versaillais, et qui peut, grâce aux courses, le Vendée Globe, c'était le dernier en date, je crois, sauver des enfants. Il y a une campagne de dons qui est organisée à ce moment-là. On clique sur le site Facebook, sur la page Facebook, et 1 € est reversé à chaque fois automatiquement par ses sponsors et mécènes qui nous reversent 1 €. Donc on arrive à sauver 20 enfants. Voilà, et là, ça va être la Transat Jacques Vabre début novembre. Un Prochain grand moment rendez-vous. Sportif. Voilà. Merci Ariane Orange d'avoir été avec nous. Je rappelle, chef de projet à Mécénat Chirurgie Cardiaque et au-delà des yogis du cœur. Ce dimanche à Versailles, vous pouvez bien sûr faire un don à l'association à n'importe quel moment. Rendez-vous sur le site internet qui s'affiche pour nos téléspectateurs. C'est un classique à Rambouillet. Le 5e Festi-Photo se tient samedi et dimanche à la Bergerie Nationale. Des photographes animaliers y exposent leurs œuvres. Animations, ateliers, mais aussi conférences sont également au menu du week-end. Les détails avec Mathilde Demilly. Qui sera à la mairie. Et lui, c'est la faune locale, tu vois, avec... Faune et flore sont dans l'objectif cette année à Rambouillet pour le festival ouvert à tous, Festi-Photo. Renards, chouettes ou encore cerfs prennent la pose pour l'édition 2017. On va retrouver des animaux qui se trouvent sur des îles subantarctiques, comme des animaux qui sont dans la taïga, des ours polaires, mais à la fois des ours bruns, et à la fois de la faune extrêmement locale, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans la forêt de Rambouillet ou dans la Beauce. Un festival qui permet de mettre en avant une faune et une flore locales, ainsi que de faire voyager le public à travers le monde par la photo. Un festival de ce type-là a plusieurs buts. D'initier le grand public, on va dire, aux choses de la nature, et à la fois, c'est de faire venir du monde en local. Donc des festivals de certaine importance peuvent rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et on essaie de présenter le maximum de choses intéressantes qui se passent aussi bien sur le plan local que sur le plan, je dirais, tous les continents. C'est vraiment une ouverture sur le monde. Des expositions, des rencontres avec les photographes, des ateliers et sorties nature seront proposés durant tout le festival, à retrouver le 22, 23 et 24 septembre. Ces petites briques ont sûrement marqué votre enfance et continuent de faire des adeptes. Les Lego, sortis en 1932, ils semblent indémodables. Opérés en Yvelines, des collectionneurs organisent une exposition ce week-end. Une trentaine de passionnés feront découvrir leur création. Le président de l'association Brizy, qui organise l'événement, a également préparé quelques animations. Présentation au micro de Camille Lambert. On a 35 exposants qui vont venir en tout, donc ça va être assez varié. Ça va aller du Lego technique, Minecraft, on va avoir du Lego City, des bateaux, enfin, vraiment une étendue assez variée de ce qui peut exister en Lego. Et pour la partie animation, on va avoir une mosaïque, on va avoir des briques en accès libre pour pouvoir jouer, une piscine de Duplo et une piscine également pour pouvoir guider des bateaux. Du sport à présent, jusqu'à dimanche, le Tennis Club de Plaisir organise un tournoi futur. Plus de 600 joueurs présents chaque année pour cet événement. Parmi eux, les futures pépites du tennis français. Reportage de Mickaël Elmidoro. C'est le 3e plus grand tournoi de tennis en Île-de-France. La 27e édition de l'Open de Plaisir se déroule jusqu'au 24 septembre au Tennis Club de la commune. Cette année, plus de 600 joueurs venus de toute l'Europe s'affrontent sur les courts. Les matchs sont très disputés. Les joueurs vont gagner quelques points ATP qui vont leur permettre de faire des tournois Challenger demain et peut-être demain des grands chelems. Donc tout ça, c'est une évidence. Et c'est pour cette raison que ce tournoi me plaît bien. C'est le sport de haut niveau qui a son visage naturel, si je puis dire. Avec sa dotation à 25 000 $, le rendez-vous est intégré au Futur, la 6e catégorie des tournois de tennis. Déjà, on a des arbitres, on a des juges de ligne. Après, c'est un Futur, on a des changements de balles, on a des serviettes, on a des bouteilles d'eau. Ça fait, on est un peu comme sur un mini Roland ou un mini Bercy, quoi. C'est vachement chapin et on est considérés comme des très bons joueurs, donc ça fait toujours plaisir. Sur le plan sportif, le tournoi est réputé pour faire éclore des talents. L'événement a révélé de nombreux professionnels tricolores. C'est quoi? C'est les futurs champions de demain. Les Tsonga, les Mahut, etc. Les Liodra et compagnie sont passés par là. Donc nous avons les futurs champions de demain.
La future pépite du tennis français se trouve peut-être sur les cours cette année. Si vous voulez les voir à l'œuvre, les finales sont programmées ce dimanche 24 septembre à partir de 13h30 sur les cours Plaisirois. Petit retour en arrière avant de refermer ce journal. Montigny-le-Bretonneux roulait aux couleurs italiennes le week-end dernier. Plein phare sur l'auto, c'était le rendez-vous des passionnés de voitures de collection. Une trentaine de collectionneurs ont défilé dans les rues de la commune. Nicolas Dandry et Mélanie Poquet se sont glissés parmi les amateurs. C'est une vieille dame de 60 ans, l'italienne Fiat 500, l'une des stars de cette 3e édition de Plein phare sur l'auto. Nous fêtons les 10 ans de jumelage avec ma Rustica. Donc c'était intuitif. Le but de cet événement est de mettre en valeur les vieilles voitures, nos vieilles voitures, les vieilles voitures de la France et du monde, en l'occurrence cette année d'Italie, et de faire venir les amateurs de vieilles voitures qui rêvent toujours autour d'elles. Maserati, Ferrari, Lamborghini, des noms qui font rêver les passionnés. 24 voitures anciennes comme récentes, une exception cette année. Elle atteint donc la vitesse foudroyante de 120 km/h, boîte 4 vitesses. Enfin, c'est pas une vraie 4, c'est une surmultipliée. Une 3e et une surmultipliée, quoi. Vous l'avez obtenue comment? Vous l'avez achetée? Alors non, ça c'est une voiture dont j'ai hérité il y a 10 ans. Donc il y a de l'affectif, que j'ai connu minot. Et voilà, donc très attachante. C'est une petite série presque limitée. Il n'y en a pas beaucoup en fait de ce type-là. Il y a beaucoup de Gran Turismo S. C'est un véhicule qui est assez récent et dont les finitions sont quasi complètes. Je veux dire, il y a beaucoup d'options. Après un détour par le passé, retour au présent, plaisir des yeux et des oreilles. C'est la fin de ce 7-8 journal. Retrouvez-nous également sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous.